Le 14 janvier 2021, un appel frénétique au 911 brise le silence d'un après-midi ordinaire à Simpsonville, en Caroline du Sud. Une femme affirme que sa fille de 3 ans s'étouffe avec de l'eau. Mais à l'arrivée des secours, ce qu'ils découvrent n'est pas une enfant luttant pour respirer. C'est le corps mutilé d'une petite fille. Sa peau noircie par des ecchymoses profondes, son abdomen marqué par des hémorragies internes et sa frêle silhouette à peine encore en vie. Un pompier murmure avec effroi. Ses blessures. Aucune chute, aucun accident ne peut provoquer ça. Quelqu'un l'a battue, méthodiquement. Cette enfant s'appelait Victoria Rose Smith. Elle avait été adoptée dans un foyer que l'État décrivait comme idéal, élevée par une femme qui avait remporté un concours culinaire national et se présentait comme une mère affectueuse de 5 enfants. Mais ce que personne n'a vu, ou peut-être ce que certains ont choisi d'ignorer, c'était la vérité dissimulée derrière ces sourires en ligne. Une vérité qui s'est terminée par une petite fille allongée, brisée, sur le sol d'une chambre, murmurant « Je t'aime » à l'homme qui est resté là, sans rien faire, pendant qu'elle mourait. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Victoria. Comment une enfant arrachée à sa mère biologique pour sa sécurité a été placée dans une maison qui allait devenir sa condamnation à mort. Commençons par découvrir qui était vraiment Victoria, avant que le système ne la trahisse. Elle s'appelait Victoria Rose Smith, née le 27 mars 2017 à Greenville, en Caroline du Sud. Dès sa naissance, sa présence rayonnait de chaleur. Avec ses joues rebondies, ses yeux brillants, pleins de curiosité et son rire capable de faire fondre les cœurs les plus durs, Victoria n'était pas seulement un bébé. Elle était une petite lumière dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Surnommée affectueusement Tori, Victoria était la benjamine d'une fratrie de 3 enfants. Elle avait 2 grands frères, Jaden et Colton, qui sont immédiatement tombés sous le charme de leur petite sœur. Ensemble, ils formaient un trio bruyant et joyeux, jouant, riant, provoquant parfois quelques bêtises, comme tous les enfants. Sur les photos de famille de cette époque, Victoria rayonne d'innocence. Sur l'une d'elles, on la voit tendre la main vers le collier de sa mère, les yeux grands ouverts. Sur une autre, vêtue d'une robe rose duveteuse, elle observe avec fascination un cupcake posé devant elle. Victoria adorait la couleur rose. Elle aimait tout ce qui brillait, les jolis vêtements et se coiffer. Elle pouvait passer des heures à se déguiser, à faire semblant d'être une princesse, tournoyant devant le miroir avec une joie pure. Elle aimait les poupées, les petites voitures, les blocs de construction. Souvent, elle jouait avec tout en même temps. Pour elle, chaque objet était une nouvelle occasion d'imaginer, de rire, de se sentir vivante. Les anniversaires étaient sacrés. Pour une si petite fille, elle avait compris que les gâteaux, les bougies, les ballons et les chansons étaient des signes d'amour. Sa joie n'était pas dictée par les sucreries ou les cadeaux, mais par ce sentiment d'être vue, reconnue, célébrée. Elle applaudissait de bonheur, les joues rosies, les yeux pétillants, comme si elle savait, au fond d'elle, que ce moment lui appartenait. La nourriture, elle aussi, lui apportait du bonheur. Qu'il s'agisse de pancakes faits maison ou d'un simple morceau de chocolat, Victoria ne voyait pas les repas comme de simples besoins, mais comme des instants de réconfort, de famille, de chaleur humaine. Elle ne mangeait jamais dans la précipitation. Elle savourait chaque bouchée comme si c'était un petit rituel de joie. Personne n'aurait pu imaginer que cette habitude, si innocente, manger lentement, deviendrait un jour la raison de sa mort. Victoria n'était pas seulement belle, elle avait du caractère. Elle était douce, espiègle avec un charme naturel. Tous ceux qui la rencontraient se souvenaient d'un détail. La manière dont elle penchait la tête quand elle souriait, la petite fossette sur sa joue gauche ou sa voix tendre lorsqu'elle appelait sa mère « Mama ». Sa joie était contagieuse. Son amour était pur. Et c'est cela qui rend sa souffrance et sa faim absolument insupportables. Revenons maintenant en arrière.
pour comprendre dans quelle famille Victoria était née et comment un système censé la protéger l'a menée à sa perte. Victoria Rose Smith est née dans un foyer modeste mais rempli d'amour. Sa mère, Cassandra, surnommée Cassie, était jeune, épuisée, mais faisait de son mieux. Avec 3 enfants sous le même toit et peu de moyens, les journées étaient longues, les nuits souvent sans sommeil, mais l'amour, lui, ne manquait jamais. La famille n'était pas riche. Cassie et son compagnon Bradley vivaient de chèque en chèque. Mais ils avaient créé un univers où les gâteaux d'anniversaire étaient faits maison, où les rires résonnaient dans le salon et où le coucher signifiait histoire, câlin et douceur. Cassie photographiait chaque instant le premier sourire de Victoria, ses premiers pas, ses petites mains potelées qui s'agrippaient à ses jouets. Sur ces images, on ne voit aucun danger. On voit une mère qui chérit ses enfants. Mais les services sociaux ont vu autre chose. À la naissance de Victoria, une infime trace de marijuana est détectée dans son organisme. Un signal d'alerte automatique pour le département des services sociaux de Caroline du Sud, DSS. Peu importe que Victoria soit en bonne santé, en sécurité et manifestement aimée. S'en est suivi un long cycle de visites à domicile, d'inspections et de pression croissante. Cassie a tout fait pour se conformer. Elle a rempli chaque condition, assisté à chaque rendez-vous, mais la surveillance ne faisait que s'intensifier. Puis survint l'événement qui allait tout changer. Un soir, après près de 24 heures sans dormir, Cassie s'est effondrée de fatigue sur le canapé. Le bébé avait pleuré toute la nuit. Les garçons réclamèrent leur petit déjeuner. Et elle devait encore se préparer pour le travail. Pendant qu'elle dormait, les 2 aînés, inquiets du silence, sont allés chez une voisine. Alarmée, celle-ci a appelé la police. Pour les services TROS, c'était la goutte d'eau. Peu importait que les enfants n'aient subi aucun mal. Peu importait que Cassie ait simplement atteint ce point de rupture que tout parent redoute. Ce dont elle avait besoin, c'était de soutien. Ce qu'elle a reçu, c'était un stylo et un formulaire. « Signez ces papiers », lui a dit l'assistante sociale. « Nous allons trouver une meilleure famille pour vos enfants. Ils seront en sécurité. » Terrorisée à l'idée de perdre définitivement ses enfants devant un juge, Cassie a signé la renonciation volontaire. À cet instant, les mains tremblantes, elle a sans le savoir scellé le destin de sa fille. Victoria et ses frères ont été placés chez la famille West. Des parents d'accueil expérimentés, offrant stabilité et affection. Là, Victoria s'épanouit. Elle jouait, riait, devenait peu à peu la princesse qu'elle rêvait d'être. Ses joues redevinrent rondes, ses yeux à nouveau pétillants. Cassie continuait de la voir à cette époque, et Victoria courait vers ses bras, riant, criant « Maman !» Il y avait encore de l'espoir. Une réunification semblait possible. Mais en 2020, le DSS prit une décision finale, irrévocable. Il cherchait un foyer adoptif permanent. Et sur le papier, les Robinson semblaient être un rêve. Ariel et Jerry Robinson, un jeune couple charismatique, croyant, très actif à l'Église, proposèrent d'adopter les 3 enfants. Ariel avait un master de l'université de Clemson. Jerry semblait calme, posé. Ils avaient déjà 2 fils biologiques. Pour l'État, c'était une fin idéale. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment Victoria, c'était le début d'un cauchemar. Voyons maintenant ce qui s'est passé derrière les murs de la maison Robinson. En mars 2020, Victoria et ses frères furent placés chez les Robinson, dans la rue Selwood Circle, à Simpsonville, en Caroline du Sud. À première vue, tout ressemblait à un conte de fées. Ariel Robinson était vive, charismatique, une ancienne humoriste, animatrice de podcasts et future star de la télévision nationale. Cette même année, elle remporta l'émission Worst Cooks in America sur Food Network, empochant le grand prix de 25 000 $. Dans ses interviews, elle rayonnait de fierté, se décrivant comme mère de 5 enfants et célébrant sa famille recomposée.
Ses réseaux sociaux regorgeaient de photos, des enfants souriants, des sorties en famille, des décorations de fêtes. Pour les services sociaux, DSS, c'était la preuve que le système avait réussi. Mais derrière l'objectif, le compte n'était qu'un mensonge. Et Victoria, autrefois joyeuse, pétillante dans ses robes roses, commença peu à peu à s'éteindre. Au fil des mois, de petits signes apparurent. Ses joues s'étaient de creuser. Son regard s'était vidé. Sur une photo, on distinguait un léger hématome à son poignet. Sur une autre, une marque rouge sur son cou. Mais ces détails étaient noyés sous les légendes joyeuses et les hashtags colorés. La pandémie de COVID-19 allait aggraver les choses. Les travailleurs sociaux, incapables de réaliser des visites en personne, se contentèrent de contrôles virtuels. Ariel savait parfaitement mettre en scène un appel vidéo. Personne ne vit la vérité. Personne ne posa les bonnes questions. En janvier 2021, le changement chez Victoria était indéniable. Elle était silencieuse, nerveuse. Elle pesait chaque mot. L'énergie qui illuminait jadis les pièces avait disparu. Mais c'est le 13 janvier, la veille de sa mort, que le masque tomba réellement. Ce matin-là, la famille était en retard pour aller à l'église. En mangeant dans la voiture, Victoria vomit sur sa robe. À l'église, un témoin l'aperçut debout dans les toilettes, en sous-vêtements, grelottant pendant qu'Ariel lavait sa robe dans l'évier. Lorsqu'on lui demanda si la fillette était malade, Ariel ricana et répondit « Non, elle mange trop et vomit. C'est un jeu. » Puis elle dit à l'enfant « Les filles qui vomissent méritent d'avoir froid. » Personne n'intervint. De retour à la maison, cet après-midi-là, Jerry donna un bain à Victoria et remarqua une large ecchymose sombre dans son bas du dos. Il ne dit rien, ne fit rien. Un moment qui aurait pu tout changer fut ignoré. Le lendemain matin, le 14 janvier 2021, allait être le dernier de Victoria. Les garçons partirent à l'école. Victoria resta seule avec Ariel. Jerry travaillait dehors, dans le jardin. Elle s'assit pour manger des pancakes, trop lentement. Pour Ariel, ce n'était pas un geste d'enfant, c'était de la désobéissance. Jerry témoignera plus tard avoir tout entendu, les cris, les pleurs, les coups. Pendant plus d'1 heure, il resta dehors, à jardiner, à fuir, à faire semblant de ne rien entendre. Lorsqu'il finit par rentrer, il trouva Ariel debout au-dessus de Victoria, une ceinture à la main. L'enfant était allongé, inerte, à peine consciente. « Tu es allé trop loin, » dit-il. Mais il n'appela pas les secours. Pas encore. Ils la baignèrent dans du sel d'Epsom, espérant réduire l'enflure. Jerry sortit acheter du Tylenol. Victoria agonisait, et ses parents traitaient ses blessures comme une simple fièvre. Allongée sur le lit, son petit corps brisé, Victoria murmura « Je t'aime ». Jerry affirmera plus tard que ce furent les derniers mots qu'il entendit d'elle. À 14h16, Ariel appela enfin les secours, affirmant que la fillette s'était étouffée avec de l'eau. Mais les premiers intervenants comprirent immédiatement. Ses blessures ne venaient pas d'une chute. Son corps était noir de bleu, couvert de coupures, de contusions, de traumatismes internes si graves qu'ils évoquaient un accident de voiture. Victoria mourut à 17h05, entourée de médecins impuissants. 5 jours plus tard, le jour même où son adoption devait être finalisée, Ariel et Jerry Robinson furent arrêtés pour homicide par maltraitance sur enfant. Mais que s'est-il passé ensuite? Lorsque les premiers secours sont arrivés au domicile des Robinson le 14 janvier 2021, il leur a fallu quelques secondes pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le petit corps de Victoria portait les marques indéniables d'un abus prolongé et brutal. Son abdomen était noir et bleu. L'intérieur de ses cuisses était couvert d'hématomes regroupés. Son visage était pâle, ses lèvres desséchées, et elle respirait à peine. Un pompier a murmuré « Ce ne sont pas les blessures d'une chute, ce sont les marques d'un passage à tabac,
Victoria a été transportée d'urgence à l'hôpital Prisma Health Greenville Memorial, où les médecins ont tout tenté pour la sauver. Mais ce qu'ils ont découvert était accablant. Des hémorragies internes, des vaisseaux sanguins rompus et des traumatismes contondants si sévères qu'ils ressemblèrent à ceux causés par des collisions à grande vitesse. Malgré tous les efforts, à 17h05, Victoria Rose Smith a été déclarée morte. L'affaire est rapidement passée de soupçons de maltraitance infantile à une accusation d'homicide par abus. Le lendemain, Ariel et Jerry Robinson ont été arrêtés. Lors des interrogatoires, Ariel a affirmé que Victoria se couvrait facilement d'ecchymose et avait la peau sensible. Elle a accusé ses fils biologiques, disant que l'un d'eux avait des problèmes de colère et frappait souvent la petite fille. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Le médecin légiste a témoigné n'avoir jamais vu de blessure interne aussi grave chez un enfant aussi jeune. Les experts médicaux ont confirmé que le traumatisme s'était produit dans l'heure précédant sa mort, ce qui correspondait au moment où Jerry a dit avoir entendu Ariel crier et frapper Victoria. En avril 2022, Jerry Robinson a plaidé coupable de complicité dans un homicide par abus. Il a admis avoir eu connaissance des punitions violentes infligées par Ariel. Il a décrit comment elle frappait Victoria avec des ceintures et posait des palettes en bois, notamment quand elle mangeait trop lentement. Il a même avoué avoir déjà retiré de la nourriture de l'assiette de Victoria pour l'aider à éviter d'être puni. Il a témoigné que le matin de la mort de Victoria, il avait tout entendu, ses pleurs, les coups, mais avait choisi de rester dehors à jardiner au lieu d'intervenir. Puis vint le procès d'Ariel Robinson en mai 2022. À la barre, Ariel a changé de version. Elle a désormais affirmé que Jerry était le véritable agresseur, qu'il avait des accès de colère et restait seul avec les enfants, mais le jury n'a pas été convaincu. Des vidéos de ses spectacles de stand-up sont réapparues, dans lesquelles elle plaisantait sur le fait de frapper les enfants à la gorge. Son image publique de mère douce et progressiste s'est effondrée face à ses propres contradictions. L'un des moments les plus déchirants est venu du témoignage d'un médecin en soins intensifs pédiatriques. Ses blessures n'étaient pas compatibles avec la vie. La force utilisée a littéralement déchiré les tissus internes. Ce n'était pas une punition. C'était de la torture. Après 4 jours de témoignage et seulement 90 minutes de délibération, le verdict est tombé. Coupable. Ariel Robinson a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Jerry Robinson a écopé de 20 ans de prison, avec crédit pour le temps déjà purgé. Food Network a immédiatement retiré la saison de Worst Cooks in America où figurait Ariel sur toutes ses plateformes. Et début 2025, lorsqu'Ariel a déposé une demande d'appel, la Cour a refusé de lui accorder un nouveau procès. Elle reste incarcérée, ayant reçu plusieurs avertissements disciplinaires pour insubordination et inconduite sexuelle derrière les barreaux. Mais au-delà du tribunal, l'histoire de Victoria a éveillé une indignation plus profonde, dirigée non seulement contre ses bourreaux, mais contre le système qui l'a livré à eux. La nouvelle de la mort de Victoria Rose Smith s'est propagée comme une traînée de poudre, déclenchant une vague de chagrin collectif, d'indignation et d'incrédulité. Une fillette de 3 ans, magnifique, retirée à sa mère biologique au nom de sa protection, avait été placée entre les mains d'une meurtrière. Cette trahison semblait systémique, délibérée, impardonnable. Dans tout l'État de Caroline du Sud, notamment à Greenville et Simpsonville, le public a exigé des réponses. Comment une femme autant célébrée publiquement et prétendument minutieusement évaluée avait-elle pu tuer une enfant sans que personne ne s'en rende compte? Pourquoi le DSS n'était-il pas intervenu, surtout après l'apparition de signes de maltraitance visibles sur des photos? Et pourquoi, plusieurs mois après le début de la pandémie, les visites des travailleurs sociaux se faisaient-elles encore à distance? Ces questions n'ont pas été ignorées. Michelle Herbst, la tante de Victoria, a refusé de laisser la mort de sa nièce devenir un simple chiffre dans les statistiques.
Elle est devenue la voix que Victoria n'avait plus, interpellant les législateurs, apparaissant à la télévision et mobilisant un soutien populaire pour ce qui allait devenir la loi Victoria. Ce projet de loi proposé en Caroline du Sud visait à renforcer la surveillance des foyers d'accueil et adoptifs avec une réforme essentielle. Les inspections en personne et sans préavis deviendraient obligatoires, même après l'adoption définitive. Fini les appels vidéo. Fini la confiance aveugle envers les apparences. Si quelqu'un était entré à l'improviste chez les Robinson, disait Michel, Victoria serait encore en vie. Le projet de loi a reçu un soutien bipartisan, des défenseurs du bien-être de l'enfance, des responsables religieux, d'anciens parents d'accueil et même des agents du DSS ont réclamé des réformes. Les médias, à l'échelle nationale, ont relayé l'affaire non seulement à cause de son horreur, mais parce qu'elle révélait une vérité fragile. Le système censé protéger les enfants peut parfois devenir l'instrument de leur destruction. Sur Internet, le mot-clé « Justice pour Victoria » a fait le tour des réseaux pendant des semaines. Des milliers de personnes ont publié des hommages, partagé les photos de Victoria et allumé des bougies virtuelles en sa mémoire. D'autres ont raconté leurs propres histoires de gardes retirés, de réunifications brisées, d'enfants placés dans des foyers dangereux. Victoria était devenue un symbole, un nom qui perçait les méandres administratifs pour rappeler au monde ce qui était réellement en jeu. Lors de ses funérailles à Travelers Rest, en Caroline du Sud, Cassie a déposé un ours en peluche sur la petite tombe de sa fille. L'État qui lui avait pris son enfant avait failli aussi lui refuser le droit de l'enterrer, forçant la famille à se battre même pour lui offrir un adieu digne. Et pourtant, l'histoire de Victoria ne s'est pas arrêtée là. Car chaque fois que son nom est prononcé, chaque fois qu'une famille d'accueil reçoit une visite surprise, chaque fois qu'un élu prend la parole, Victoria revit, dans l'action, dans la protection, dans la mémoire. Mais quel est le message durable de cette tragédie? Qu'est-ce que la courte vie de Victoria laisse derrière elle? Que feriez-vous si vous voyiez une enfant tremblante dans les toilettes d'une église, à moitié nue, grelottante, terrifiée? Est-ce que vous vous arrêteriez? Est-ce que vous poseriez des questions? Est-ce que vous interviendriez? Parce que dans les derniers jours de Victoria, des gens ont vu. Et pourtant, personne n'a agi. Victoria Rose Smith a vécu 3 ans, 9 mois et 18 jours. Elle apportait de la couleur au monde, des tutus roses, des chaussures à paillettes, des rêves de maison de poupée. Elle riait avec ses frères. Elle tournoyait dans des robes de princesse. Elle appelait sa mère maman et battait des mains quand on allumait les bougies de son gâteau. Elle était une enfant dans toute sa splendeur, vulnérable, confiante, pleine de lumière. Et cette lumière a été éteinte, pas dans une ruelle sombre, pas par un inconnu, mais dans une maison de banlieue, derrière un sourire prêt pour la caméra, pendant que le système regardait de loin. Laissez cela s'imprimer en vous. Nous aimons nous dire que la maltraitance arrive dans d'autres familles, dans des foyers brisés. Mais la vérité, c'est qu'elle peut se cacher derrière des CV impeccables, des sourires charmants et des photos Instagram bien filtrées. Elle se cache là où la surveillance est faible, là où la commodité prend le pas sur la prudence, là où personne n'ose demander « Est-ce que ça va ?» La mort de Victoria n'est pas qu'une tragédie. C'est un appel à agir. Si vous travaillez dans la protection de l'enfance, soyez la voix qui ne passe pas sous silence les signes discrets. Si vous êtes voisin, enseignant, fidèle dans une église, ne détournez pas le regard. Posez des questions, exigez des réponses. Faites confiance à votre instinct, parce que le silence peut tuer. Victoria n'aura jamais la chance de grandir. Elle n'ira jamais en maternelle, ne perdra jamais sa première dent, n'apprendra jamais à faire du vélo. Mais elle peut encore sauver des vies si nous laissons son histoire être plus qu'un simple titre d'article. Chez Crimeline, nous racontons ces histoires non pour choquer, mais pour se souvenir, pour la justice, pour le changement. Alors si cette histoire vous a touché, partagez-la,
Parlez de Victoria. Dites son nom, dites-le à voix haute, parce qu'aucun enfant ne devrait jamais murmurer « Je t'aime » dans son dernier souffle, sans jamais entendre de réponse. Repose en paix, petit ange.